Bonsoir, cette vidéo est donc consacrée aux exigences de la norme ISO 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail, puisque on n'a pas eu assez de temps pour arriver jusqu'à voir les exigences. Alors à travers ce document que je vais en fait partager avec vous dans la documentation, on va voir les exigences de la norme ISO 45001. Et on va voir aussi comment ces exigences seront intégrées dans un système qui est QHSE complet. Alors on va trouver le numéro de l'exigence, le paragraphe concerné, ça veut dire dans les chapitres, les 10 chapitres qu'on a vus. Quel est le numéro du paragraphe où cette exigence a été mentionnée. Donc vous pouvez toujours consulter le texte de la norme que j'ai partagé avec vous. Vous pouvez donc aller au numéro de paragraphe mentionné dans ce tableau et vous pouvez donc lire le texte complet de l'exigence. Sinon, déjà, les exigences, ils sont bien listés ici, c'est une liste exhaustive. Alors, on a le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est quoi? C'est le contexte de l'organisme ou bien le contexte de l'entreprise. On va trouver dans le paragraphe 4.1 l'entreprise et son contexte. Ça veut dire la compréhension de l'organisme et de son contexte. On a la première exigence c'est le fait de déterminer les enjeux internes et externes de l'entreprise. Alors on a déjà dit que pour la norme ISO 45001 ou bien pour toutes les normes ISO, il y a des points communs. C'est une structure unifiée, c'est la high level structure. Donc vous avez toujours des points en commun. Et les points en commun en fait, c'est les points qu'on va travailler comme étant un système intégré. Quand je parle des enjeux internes et externes de l'organisme, on a vu ce point dans la 9001, version 2015. On l'a aussi revu dans l'ISO 14001. Et le voilà, ce point-là, dans la norme ISO 45001. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un point commun. C'est là où on va travailler notre système QHSE. Donc, en fait, il consiste en quoi cette exigence? Vous avez le cycle PDCA, les étapes du cycle PDCA. Donc, vous avez ici les étapes du cycle PDCA, ça veut dire la roue de Deming qu'on a vu en détail durant la formation. À chaque fois, on a mentionné ce cycle-là, le cycle d'amélioration continue qui est en fait le point commun entre toutes les normes ISO. Donc, on a le contexte de l'organisme pour toutes les normes ISO, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Le contexte de l'organisme ou bien le chapitre 4, ça fait partie de la phase planifiée, la phase plan de la roue de Deming. Alors pour planifier votre système de management intégré, il vous faut déjà analyser le contexte de l'organisme. Donc là, on est en train de voir en fait les exigences de la norme 45001, mais en même temps, on fait une récapitulation complète pour toute la formation, pour toute la démarche QHSE en fait. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le contexte de l'organisme. Ça veut dire qu'il faut comprendre tout ce qui peut influencer la finalité de l'orientation et l'orientation stratégique de l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'innovation, l'orientation stratégique, compétition, marché, obligations, temps de travail, conditions de travail, etc. Ça veut dire quoi? Tout simplement, vous devez analyser votre entreprise, le contexte et l'entourage de votre entreprise et sélectionner les points qui vont influencer ou bien les conditions externes qui peuvent, internes et externes également, qui peuvent influencer votre système QHSE. Donc, que ce soit côté santé et sécurité, que ce soit côté environnement, que ce soit côté qualité. Donc, on va intégrer les trois. On ne va pas faire une analyse pour la qualité, une autre pour l'environnement, une autre pour votre système SST, mais ce sera donc une seule analyse pour les enjeux internes et externes à travers les outils qu'on a déjà vus, le PESTEL ou bien l'analyse SWOT. Donc, à partir de ça, vous pouvez travailler sur les enjeux
technologiques, les enjeux économiques, les enjeux culturels, sociaux. On peut parler aussi des enjeux environnementaux. Et ces enjeux, donc, ils seront étudiés du point de vue finalité, ça veut dire ils ont un impact sur la finalité et l'orientation de l'organisme. Donc, on ne va pas travailler des enjeux qui ne sont pas importants et qui n'influencent pas notre organisme pour ne pas perdre du temps et pour être pour faire une analyse qui est ciblée et qui est bien orientée. Et en même temps, on va faire donc cette analyse sous la vision intégrée. Donc en même temps, on va intégrer donc les volets qualité, santé, sécurité, environnement. Ça veut dire que ces enjeux qu'on va analyser, ce sont les enjeux qui peuvent avoir une influence sur les objectifs qualité, sur les objectifs santé et sécurité, sur les objectifs ou bien la politique donc environnement, bien la politique QHSE en général. Donc notre but c'est en fait d'élaborer un ensemble d'exigences pour en fait pouvoir confronter ces exigences, élaborer un ensemble d'enjeux et des contraintes pour en fait pouvoir dans votre plan d'action, dans votre politique, faire face aux enjeux et confronter ces enjeux. Donc c'est pour éviter les enjeux. On ne peut pas donc éviter les enjeux sans déjà les savoir, parce que les enjeux, tomber dans des enjeux, ça veut dire prendre le risque. Nous, on ne veut pas prendre le risque, on veut éviter le risque qui va freiner notre démarche au QHSE. Donc dès le début, dans la phase de planification, la première fois à faire, c'est de détecter les enjeux et les contraintes. Et bien sûr, je parle d'enjeux et contraintes internes et externes. Donc vous avez le PESTEL, vous avez le SWOT, on a suffisamment discuté donc sur cela. En fait, vous élaborez votre analyse d'enjeux internes et externes, les points forts, les points faibles, les opportunités et les risques. Aussi les opportunités, donc ça veut dire tout ce qui est positif, tout ce qui peut, on ne va pas nous faire focaliser sur le côté négatif, mais aussi sur le côté positif. Dans le milieu externe et dans le milieu interne, quelles sont les opportunités que l'organisme peut saisir et qui peuvent aider donc l'avancement de notre plan d'action QHSE. Donc, dans le même paragraphe qui est contexte de l'organisme, on va trouver d'autres éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, pour déjà implanter votre système QHSE, on aura besoin donc de comprendre le contexte pour prendre en considération les enjeux et les contraintes, mais également, donc, on doit comprendre une chose qui est très importante. Vous avez donc l'organisme, il a des parties intéressées, ça veut dire il a des parties prenantes, des parties qui influencent l'organisme et qui sont aussi influencées par l'organisme, et donc ils sont très importants. Donc, il faut analyser leurs besoins. Donc, il faut analyser les besoins et les attentes des parties intéressées. Bien sûr, c'est le point 4.2 d'ailleurs. Bien sûr, c'est pour, en fait, donc, analyse des parties intéressées, analyse des besoins et des attentes des parties intéressées. Ça concerne la qualité, ça concerne l'environnement, ça concerne aussi, donc, la santé et la sécurité. On peut par exemple dire que pour la qualité, la partie intéressée la plus importante, c'est le client. Pour l'environnement, pour l'environnement et pour les SST, la partie intéressée la plus importante, c'est le personnel interne, déjà, pour la santé et la sécurité, et c'est l'entourage, ça veut dire la nature, le milieu environnemental. Les parties intéressées, ils peuvent être des personnes morales et des personnes physiques. Entité morale, entité physique. Donc, il faut déjà savoir quelles sont nos parties intéressées. Donc, déjà, il faut dresser une liste des parties intéressées. Donc, 4.2 petit a, c'est l'exigence, donc la deuxième exigence de la norme. Et il vous dit qu'il faut déterminer les parties intéressées. Là aussi, c'est un point commun entre les trois normes qu'on a vues. Donc, en faisant notre système intégré,
c'est une exigence qui est commune, donc pas la peine de la faire tripler 3 fois. Donc on va donc traiter cette exigence pour les 3 volets en même temps, santé, sécurité, environnement, etc. Il faut dresser votre liste de parties intéressées, ça veut dire en plus des travailleurs, bien sûr les travailleurs, c'est une partie intéressée qui est évidente. Tout ce qui est pertinent pour le SMSST, Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail, il faut le déterminer. Et là, je rajoute, puisqu'on est dans une vision intégrée, je rajoute aussi tout ce qui est important et pertinent, toutes les entités importantes et pertinentes pour le système qualité et pour le système environnement. Il ne suffit pas de savoir quelles sont vos parties intéressées, mais il faut déterminer et analyser leurs attentes et leurs besoins. Donc, surtout donc pour la qualité, vous avez les clients, de faire un programme pour des enquêtes de satisfaction, organiser des réunions avec des clients si le client n'est pas un consommateur final. Donc, par exemple, notre client, c'est une autre entreprise, on peut organiser une réunion pour discuter sur le besoin et les attentes. Vous avez les cahiers de charges, analyse de cahiers de charges, etc. Pour l'environnement, vous avez la réglementation, c'est très important. Donc, c'est une partie prenante qui est très pertinente côté environnement, côté aussi santé et sécurité. Donc, il faut analyser la réglementation, il faut faire la veille réglementaire. Voilà, donc vous avez déjà sur le point 4.2c déterminé les exigences légales, donc les besoins et attentes actuelles et potentielles. Donc c'est pourquoi on a dit que dans les SST, donc j'ai déjà commencé par le côté réglementation. On a dit que la réglementation, c'est déjà la priorité numéro 1. Donc c'est une exigence dont on doit être conforme. Donc lors de l'audit, on va aussi juger votre conformité à la réglementation, que ce soit pour la qualité, pour la santé, la sécurité et pour l'environnement. Mais j'insiste et je mets donc l'accent surtout sur la réglementation SST et environnement, parce que en fait c'est là où l'exigence réglementaire elle est très insistante. Donc on détermine les besoins et les attentes. Ici vous avez pour la santé et la sécurité surtout les travailleurs. Quand je parle de la santé et la sécurité, l'employeur et l'organisme, et là donc des obligations envers déjà les travailleurs. Donc, il est concerné par la santé et la sécurité des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et bien sûr, pour les autres volets, donc on est dans une démarche QHSE, on va donc établir une liste des parties intéressées pour les autres systèmes de management. 4.3, ça veut dire contexte de l'organisme, le point numéro 3, on a le domaine d'application, détermination du domaine d'application. On est toujours dans la phase planifiée. Planifiée, ça veut dire la phase plane de la roue de Deming. Donc, 4.3, vous avez la première exigence, c'est de déterminer le domaine d'application de votre système. Là, encore une fois, c'est un point commun entre les 3 normes. Donc, il faut déterminer le domaine d'application pour le système santé et sécurité, pour le système qualité et pour le système environnement. Là, pour le domaine d'application, ça se diffère d'une norme à une autre. Donc, il vous faut un document. Ça peut être un document commun ou bien 3 documents séparés, mais il est bien d'élaborer donc un seul document qui va déterminer les domaines d'application pour côté donc optimisation de paperasse, etc. Optimisation donc du nombre de documents qui circulent dans l'entreprise. Donc, il faut déterminer les limites administratives et applicabilité, notamment pour l'environnement. Ou bien, je commence par la SST, donc la santé et la sécurité. Le domaine d'application, ça sera l'emprise de l'organisme, bien sûr, donc il faut garantir les conditions de sécurité dans l'organisme, mais on rajoute aussi, si on a des déplacements internes, si les travailleurs font régulièrement donc, des déplacements. Donc là aussi, on va élargir le domaine
d'application de la 45001. On a aussi pour l'environnement, on a bien sûr l'organisme, mais on a d'autres limites. Donc, quand on parle de l'environnement, on parle de protéger aussi l'entourage de l'entreprise. Et l'entourage, ça se diffère d'une société à une autre et d'un organisme à un autre. Par exemple, j'ai des impacts environnementaux en ce qui concerne les rejets liquides et les émissions de gaz. Je ne vais pas donc impacter la qualité de l'environnement juste à côté de l'entreprise, mais je peux contaminer d'autres sites. Donc la zone d'étude ou bien le domaine d'application, elle est un petit peu élargie. Mais bien sûr, on commence toujours par le cœur, ça veut dire l'entreprise, le cœur de la démarche. Vous avez aussi pour la qualité, on est concerné donc de respecter la qualité dans l'entreprise, durant aussi le transport de notre produit. Donc on va élargir encore un petit peu. Si on a, donc pour les 3 normes, si on a par exemple des fonctions externalisées ou bien des processus externalisés, ou bien si on a des sous-traitants, etc. Là aussi, il faut donc mettre l'accent sur là durant l'élaboration de votre domaine d'application. Donc, on va définir en fait les limites donc d'applicabilité de chaque norme. Et j'ai dit que pour chaque norme, vous avez un domaine d'application qui est différent, mais vous pouvez toujours, puisque vous êtes dans le système qui est HSE, opter pour un document unique qui va donc définir les trois choses. Donc, vous avez par la suite le 4.3a, l'autre exigence, prendre en considération les enjeux internes et externes. Donc, 3a, 3b, 3c, tout ça, elles sont donc des exigences qui vont compléter l'exigence 4.3. Donc, ce sont des sous-titres pour la 4.3. Ça veut dire quoi? Durant l'élaboration de votre domaine d'application, il faut prendre en considération les enjeux internes et externes. Nous, on ne va pas définir les enjeux internes et externes juste pour nous faire amuser. Mais les enjeux internes et externes, ils vont être exploités dans plusieurs étapes de la planification, à savoir aussi le domaine d'application. Donc, durant l'élaboration du domaine d'application, on va donc prendre en compte notre analyse des enjeux internes et externes. Ça veut dire quoi? Donc vous avez le texte ou bien un extrait de la norme. Identifier les dangers, c'est diminuer donc les risques. Ça veut dire quoi? Dès le début de la planification, on va intégrer l'approche risque. Et j'ai dit durant toute la formation que l'approche risque, c'est l'une des nouveautés notoires, donc des nouvelles versions NorMISO. Donc dès le début, vous avez la notion risque et la notion opportunité. Donc on va prendre en considération les enjeux internes et externes. Ça veut dire qu'on va donc identifier les dangers ou bien les risques. Donc, dès la détermination du domaine d'application, on doit prendre en considération les risques externes qui peuvent influencer notre domaine d'application ou bien qui peuvent, par exemple, causer le fait d'élargir ou bien l'obligation d'élargir notre domaine d'application. 4.3b, il faut prendre en compte les exigences des parties intéressées. Donc, la même chose, on va donc faire l'élaboration du domaine d'application à la lumière des enjeux ou bien des exigences des parties intéressées, lors de modification des processus, des produits, des exigences, des infrastructures. Ça veut dire quoi? Votre domaine d'application, il va être actualisé selon donc les besoins des parties intéressées, de vos parties intéressées. On modifie un processus ou bien on lance une nouvelle gamme de produits, les exigences des parties intéressées changent, l'infrastructure change, donc on va revoir est-ce qu'il faut modifier le domaine d'application suite à ces modifications ou pas. Donc, il faut toujours revoir votre domaine d'application. 3 ou bien 4.3c, c'est prendre en compte les activités professionnelles. Donc, c'est normal et c'est logique et c'est évident. On va élaborer le plan
ou bien le domaine d'application, il faut prendre en considération nos activités professionnelles. Donc, vous avez ici, le risque zéro n'existe pas. Donc, activité actuelle ou planifiée. Il faut prendre en considération les activités actuelles ou planifiées. Pourquoi le risque zéro n'existe pas? Parce que donc, les activités professionnelles, comme j'ai dit, on peut changer quelque chose, lancer une nouvelle gamme de produits, commencer une nouvelle activité. Donc, en fonction des activités professionnelles, on peut avoir des risques qui vont apparaître, donc une déviation du domaine d'application. Donc il faut toujours revoir votre domaine d'application en fonction de ça. Il faut donc l'autre exigence, inclure toutes les activités sous l'influence de l'entreprise, c'est normal, et produits et services pouvant avoir un impact sur le SMSST, donc système de management SST. La même chose pour les autres normes ISO. Donc vous avez des exigences toujours en commun. Donc, le système QHSE, il est déjà, donc, la forme déjà High Level Structure, il assure déjà ce côté intégration des normes. Donc, ça facilite le travail un petit peu. Il faut inclure les activités, toutes les activités sous l'influence de l'entreprise. Par exemple, activité transport, même si ça arrive à l'extérieur de l'entreprise, mais il faut toujours prendre en considération les risques SST en relation avec l'activité de transport, les risques aussi environnement en relation avec l'activité de transport, ou bien les impacts environnementaux de l'activité de transport. Il faut aussi prendre en considération les risques qualité. Vous avez un produit, on fait le transport, par exemple un produit qui est sensible à la température. Durant le transport, il faut assurer des moyens de transport qui respectent ou bien qui fournissent les conditions de température favorables pour ne pas donc altérer à la qualité du produit. Donc, qualité, santé, sécurité, environnement. Il faut conserver donc le domaine d'application comme une information documentée. Donc là, je vous ai déjà communiquer, donc vous cherchez un petit peu dans la documentation que j'ai communiquée, vous allez trouver une liste qui va comprendre toutes les informations documentées dont vous avez besoin. Parce qu'il y a donc des exigences qui ne sont pas documentées, et il y en a d'autres qu'il faut obligatoirement documenter. Et on a déjà dit donc dans la formation que le premier audit qui va être fait, c'est l'audit de la documentation. Donc, faites attention, le domaine d'application, c'est une information documentée qu'il faut conserver. Alors là, 4.4, donc c'est le système de management de la santé et de la sécurité au travail. Une exigence qui vous dit, il faut établir, appliquer, tenir à jour et améliorer en continu votre système de management, y compris les processus nécessaires et leur interaction. Et c'est aussi une exigence en fait commune entre toutes les normes ISO. Le point donc d'établir déjà votre système. Établir, ça veut dire planifier, avoir un plan d'action, documenter votre système, puis appliquer. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une procédure sous forme de papier sans l'appliquer en réalité. Et j'ai déjà dit encore que donc la procédure, c'est juste une réflexion ou bien une traduction de la réalité en papier. Donc la procédure, dans le sens propre du mot, c'est la démarche pratique en fait. Et le document, c'est une information documentée qui va juste refléter la réalité. Donc il faut appliquer votre système de management, le tenir à jour. À chaque fois, on va actualiser s'il y a un changement, etc. Si on va commencer une nouvelle activité, s'il y a donc l'achat d'une nouvelle machine, changement d'exigence de clients, changement de parties intéressées, vous avez changement au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc il faut toujours l'amélioration continue et d'ailleurs c'est le but du système de management. Et bien sûr, vous êtes amené à actualiser les processus et leurs interactions.
Donc, vous avez une cartographie de processus, même si elle n'est plus une exigence. Donc, vous avez une cartographie, vous avez des processus. Si on a un changement de travail, en réalité, on a changé donc une action, il faut actualiser votre processus. Ça, c'est pour toujours les 3 normes ISO. Toujours dans la phase planification, on a donc le chapitre leadership. Alors, le chapitre leadership, c'est toujours déjà la planification, mais on a des exigences donc qui parlent ou bien qui entrent dans le cadre du contrôle de l'application, donc Plan, Do, Check, Act. Donc dans le chapitre leadership, on va trouver des exigences de planification, de réalisation, de vérification et de réaction face au risque. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce chapitre? Vous avez 5.1, le chapitre donc leadership. Vous avez l'engagement. Donc, quand je dis engagement, ça veut dire l'engagement de la direction. Donc, la direction doit assumer l'entière responsabilité et l'obligation de rendre des comptes de la prévention. Donc là, pour l'engagement de la direction aussi, donc, on a toujours l'engagement de la direction envers les systèmes de management, que ce soit sécurité, qualité ou environnement. Là, plus particulièrement, vous avez l'organisme, il doit assumer sa responsabilité envers la prévention des risques. Donc, c'est la responsabilité de l'employeur envers les travailleurs et les employés pour protéger leur santé et leur sécurité. Donc, il faut faire preuve de leadership, prévention des traumatismes et pathologies de travail, mise à disposition du lieu de travail et d'activités sûres et saines. Donc, comment on va faire tout ça? Ça veut dire que le leadership, la direction, doit fournir les ressources nécessaires, par exemple l'achat des EPI, etc. Il doit dispatcher les tâches, ça veut dire définir des responsables pour chaque tâche. Ça aussi, ça fait partie de la supervision et du contrôle et de la vérification. Quand je parle du leadership, je parle de la direction, je parle aussi des responsables, parce que la direction, en fait, il va déléguer une part de responsabilité pour les responsables fonctions, etc. Donc, à travers le suivi, à travers donc, la fourniture des ressources nécessaires, à travers donc, la surveillance, l'organisme va exprimer son engagement réel envers le système de management. Non seulement l'établissement, mais aussi le maintien et l'amélioration continue. Là, toujours, c'est pour les 3 volets, donc on parle toujours d'un système qui est intégré QHSE. N'oubliez pas que donc, le PDCA commence à partir du chapitre 4. Donc, c'est pourquoi on a commencé par 4, contexte de l'organisme, puis leadership. Parce que vous avez les 3 premiers chapitres qui sont sans exigence, donc, et qui sont généraux. Alors, dans le chapitre leadership, la deuxième exigence, c'est s'assurer que la politique et les objectifs SST soient établis. Ça veut dire quoi? Il faut établir une politique santé et sécurité au travail. Une politique, c'est en fait le document à travers lequel l'organisme explique ses engagements envers le système de management. Et bien sûr, la politique, il doit donc être conforme et compatible avec l'orientation stratégique de l'entreprise. Il faut s'assurer que les exigences du système de management soient intégrées au processus métier, faire preuve de leadership. Ça veut dire quoi? Vous avez une politique santé et sécurité, vous avez une politique qualité, une politique environnement. Donc, la politique, elle définit l'engagement de l'organisme, de la direction, mais il va définir également les objectifs stratégiques de l'organisme envers ces systèmes de management. Alors, il faut que ces objectifs qu'on a définis vont être découpés en cibles et doivent être appliqués dans les processus. On a déjà donc vu des exemples de fiches d'identité de processus, et pour chaque processus, vous avez donc des objectifs. On a défini donc des objectifs
dans les processus. Alors ces objectifs, ils proviennent de quoi? Ils proviennent, donc ce sont des cibles en fait, ils proviennent des objectifs de la qualité, de la politique en fait, que ce soit qualité, sécurité ou bien environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez par exemple l'objectif ultime de votre système SST, c'est donc dans la politique, vous avez mentionné atteindre le niveau zéro risque. Comment atteindre le niveau zéro risque? C'est à travers d'autres objectifs qu'on va définir pour chaque processus, notamment assurer la protection des travailleurs, avoir donc de la documentation ou bien avoir par exemple des formations premiers secours. Donc vous avez des petits objectifs qui vont aider à arriver aux objectifs principaux définis dans la politique, et à travers cela, on est en train d'assurer que la politique et les objectifs SST soient établis et soient pratiqués au niveau des processus de l'organisme. S'assurer que les processus nécessaires soient disponibles, faire preuve de leadership, ressources pour établir, appliquer, tenir à jour et améliorer le système de management. Encore une fois, c'est un point commun entre les autres normes ISO. Ça veut dire qu'il faut donc fournir les ressources nécessaires. La communication, il faut communiquer sur l'importance de votre système de management. La communication, encore une fois, c'est un point commun entre les autres normes ISO. Donc, il faut communiquer la politique, il faut informer les gens. Il faut s'assurer que le système de management atteigne les résultats attendus, faire preuve de leadership, engagement, réactivité et soutien actif de la direction. Donc, s'assurer que le système va atteindre ses objectifs, ça veut dire la surveillance dont on a parlé. La direction doit surveiller et suivre à travers quoi? À travers le suivi sur terrain, pratiquement, à travers également, donc vous avez le suivi réel, et à travers les indicateurs de performance et le tableau de bord. Il doit orienter et soutenir les personnes, donc orienter et soutenir les personnes en matière de l'SST, promouvoir l'amélioration continue, bien sûr, soutenir les autres rôles managériaux pertinents afin qu'ils puissent faire preuve de leadership dans leur domaine respectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc des responsables pour chaque fonction. On doit soutenir donc le rôle, la direction doit donc les aider, par exemple à travers des formations. Le manager aussi, bien le responsable, il a besoin des formations en matière SST pour pouvoir donc passer son savoir-faire aux autres employeurs. Il faut promouvoir la culture SST. Donc, bien sûr, il faut favoriser la culture SST dans l'entreprise à travers des formations, à travers la communication avec les employeurs, par exemple la signalisation, les affiches, etc., les réunions, protéger les travailleurs et de représailles. Donc, il faut protéger les travailleurs contre les représailles, ça veut dire contre donc tout incident, tout danger, risque, opportunité, etc. Donc, il faut mettre des affiches, un système de signalisation, comme on a déjà vu durant la formation, selon le type du risque. Donc, il faut établir et appliquer un processus pour la consultation et la participation des travailleurs. Ça veut dire quoi? Les travailleurs, ils doivent être engagés. On a déjà parlé du comité hygiène et sécurité. Il doit comprendre aussi, il doit comporter en fait un représentant, un délégué qui va représenter les travailleurs. À travers ça, on assure l'implication des travailleurs. Donc, il y a plusieurs idées pour inciter en fait l'implication du travailleur. On leur définit des objectifs propres à eux pour qu'ils soient motivés. On assure la communication entre eux, on leur donne donc un part de responsabilité, par exemple d'observer les situations de danger et de signaler les situations de danger à son responsable si donc on constate qu'il y a donc une condition non sécurisée ou bien une action non sécurisée, remplir des fiches, etc.
soutenir l'établissement et le fonctionnement des comités SST, donc soutenir en fait le fonctionnement du système de management à travers tout ce que nous venons de voir. Alors le leadership, ça veut dire définir une politique. Alors la politique aussi, elle a des exigences. La politique en elle-même, c'est une exigence, mais elle aussi, elle a des exigences. S'engager, il doit comporter un engagement à procurer les conditions de travail sûres et saines, donc dans l'établissement, dans votre politique à santé et sécurité, nous devons, ou bien la direction doit mentionner son engagement à procurer et à assurer les bonnes conditions de travail sûres et saines dans l'organisme. Contre, bien sûr, tout traumatisme, pathologie au travail. En fait, la taille et le contexte de l'entreprise, ainsi qu'aux risques et opportunités SST spécifiques, doivent être mentionnés dans la politique. Il faut fournir un cadre pour l'établissement des objectifs. Ça veut dire quoi? Donc, on a des objectifs qui sont grands, donc qui vont être mentionnés dans la politique. On fournit donc un cadre pour pouvoir établir les objectifs qu'on va mettre dans le plan d'action. Bien sûr, toujours en se basant sur l'analyse du contexte et sur les besoins et les attentes des parties intéressées. La politique aussi doit comporter un engagement à respecter les exigences légales. Bien sûr, être conforme à la réglementation, c'est donc très important. S'engager à éliminer les dangers. Donc là, on est en train de parler donc des exigences de la politique SST. Donc là, on sort un petit peu du système intégré, mais on parle spécifiquement de la 45001. S'engager à éliminer les dangers, réduire les risques professionnels. Donc il faut mentionner tout ça. Tous ces points doivent être mentionnés dans la politique. S'engager à améliorer en continu. Donc on dit que donc un adage qui dit in God we have trust and others bring your donc je peux donc faire la traduction. Donc en Dieu on croit, les autres ramenez vos preuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'organisme tout doit être documenté et avec des preuves d'engagement. Il ne suffit pas que la direction exprime son engagement oralement, mais tous les points d'engagement, ils vont être intégrés dans la politique. C'est un document qui va servir comme preuve et il a donc un intérêt, un intérêt de faire preuve et de donner donc une preuve d'engagement. Donc il faut mentionner à la lettre que la direction s'engage à améliorer en continu le système, non pas seulement établir le système, mais améliorer continuellement durant toute la durée de vie de l'organisme. S'engager à consulter les travailleurs, ça veut dire solliciter leur participation ou bien à travers leurs représentants. Conserver la politique comme information documentée. Alors la deuxième information documentée, après le domaine d'application, c'est la politique SST. Tenir la politique SST disponible aux parties intéressées, ça veut dire donc la communiquer sur son site web, l'afficher, l'encadrer et l'afficher sur les murs de l'entreprise, etc. pour qu'il soit disponible. S'assurer que la politique donc soit pertinente et appropriée. Ça veut dire il faut examiner la politique périodiquement. On n'a pas une politique qui va durer toute la vie de l'entreprise, mais elle aussi, comme le domaine d'application, elle nécessite la mise à jour et nécessite donc de la revoir continuellement. Toujours dans ce chapitre 5, il faut définir les rôles. Donc là, on est toujours dans la planification. Définir les rôles, les responsabilités et les autorités. Alors, toutes ces informations, ce sont les informations qu'on va exploiter pour élaborer le plan d'action. Donc, définir les rôles, les responsabilités et les autorités, ça veut dire s'assurer que les responsabilités et les autorités soient attribuées. Ça, c'est une exigence commune entre les trois normes ISO.
Donc, ça veut dire, il faut, donc, dans votre plan d'action, il faut mettre, donc, les noms des responsables. Nous avons un objectif qu'on va traduire sous forme d'action à faire et à réaliser pour atteindre l'objectif avec son indicateur, avec l'échéance, mais avec la responsabilité aussi. Le qui, donc le plan d'action, c'est le quoi, le quand, le qui et le comment. Et bien sûr, les responsabilités doivent être communiquées. Je suis responsable de quelque chose, j'ai le droit, ou bien, j'ai droit en fait de recevoir l'avis que je suis responsable. Donc, il faut informer les personnes responsables de leurs responsabilités. Tenir à jour les responsabilités et les autorités comme information documentée, là aussi, on va dispatcher les responsabilités, il faut documenter les choses et les garder. La troisième information documentée. Ça peut être donc intégré directement dans le plan d'action. J'ai un plan d'action, il est déjà documenté. Donc, dans le plan d'action, on a déjà la définition des responsabilités. Sinon, dans les fiches de poste, on rajoute donc le système intégré, c'est normal. On a des fiches de poste, donc on a dispatché les tâches pour les responsables et pour les employés. On rajoute donc les tâches en relation, ou bien les responsabilités en relation avec la santé et la sécurité au travail, l'environnement et la qualité. Donc jusque-là, on a 3 informations documentées. Le plan d'action, la politique et les responsabilités. Assumer par les travailleurs la responsabilité des éléments du système de management dont ils ont la charge. À tous les niveaux de l'entreprise, ne pas oublier qu'en fin de compte, la direction est entièrement responsable, même si donc les travailleurs ils ont des responsabilités, mais la direction elle est toujours responsable de contrôler et de suivre. Comment assurer ça, comme j'ai dit, à travers un tableau de bord intégré, si vous voulez, et à travers donc les indicateurs qu'on va mettre dans les fiches d'identité des processus. Il faut s'assurer que le système de management respecte les exigences de la norme 45001 et c'est normal. En fait, tout ça, c'est pour respecter les exigences. Donc, les présentes exigences qu'on est en train qu'on est en train en fait d'expliquer, présenter des rapports sur la performance du système à la direction de manière régulière. Ça veut dire qu'on va faire le suivi des indicateurs, on va faire des audits et les résultats, ils doivent être communiqués à la direction parce qu'en se basant sur ces informations, donc la prise de décision fondée sur des preuves, en se basant sur ces informations, on va élaborer le prochain plan d'action. Quelles sont les non-conformités qu'on a rencontrées? Il faut les corriger à travers des objectifs et des actions correctives définies dans le prochain plan d'action. Donc, consultation et participation, le point 5.4, il a aussi des exigences. Il faut établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation des travailleurs. Donc, il vous faut un processus séparé qui vise la consultation et la participation des travailleurs. Ça veut dire comment assurer donc cette consultation. On va définir nous comme étant organisme comment on va assurer donc cette consultation et cette participation. Parce qu'en fait la participation des travailleurs elle est primordiale pour le côté SST. À tous les niveaux de l'entreprise, il faut développer, planifier, appliquer et évaluer la performance donc des actions pour améliorer votre système de management. Fournir les méthodes, le temps, la formation et les ressources nécessaires pour la consultation et la participation des travailleurs et leurs représentants. On a déjà mentionné ça, donc il faut faire des formations, donner des moyens, etc. Fournir des ressources pour atteindre les objectifs de votre système de management et pour assurer la consultation et la participation. Fournir à temps les informations
claire, compréhensible et pertinente. Il faut déterminer et supprimer les obstacles à la participation des travailleurs. Donc, par exemple, les barrières de langue. Donc, c'est un obstacle. Par exemple, ici au Maroc, normalement, dans les entreprises, on utilise la langue française. Mais on a des employés. Quand on va faire donc aux employés une formation, peut-être qu'ils ne comprennent pas la langue française. Donc, il faut parler en arabe, il faut faire des formations en arabe pour éviter la barrière de langue. Par exemple, ne pas répondre aux suggestions du personnel. Donc, vous avez le personnel, c'est vraiment lui qui est donc en contact avec le danger. Donc, il a constaté qu'une opération est une source de danger. Il faut chercher donc une protection. Par exemple, il utilise un produit chimique et il a remarqué que ce produit chimique, même si donc il met des gants, le produit arrive à s'infiltrer à travers les gants et il a causé donc par exemple une irritation cutanée, etc. Il propose à la direction donc la suggestion de changer la gamme des gants de sécurité utilisés pour qu'ils soient plus adaptés aux risques chimiques. Donc ça, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre en considération. Il ne faut pas donc le négliger. Donc il faut bien sûr, si la demande est justifiée, il faut donc faire suite à cette demande, etc. Donc menaces, etc. Souligner la consultation des travailleurs non cadres. Donc c'est toujours la même chose. Souligner la consultation du travailleur non cadre à travers quoi? À travers la détermination des besoins des parties intéressées. Les travailleurs, ce sont des parties intéressées. On doit donc recueillir leurs besoins et leurs attentes et comprendre leurs avis, comme dans l'exemple précédent. Voilà, donc c'est toujours donc la même chose. Donc on a déjà mentionné tout ça. Donc il faut déterminer les mesures de prévention et informer donc les travailleurs. Et on doit aussi déterminer ce qui est nécessaire de surveiller, de mesurer et d'évaluer. Ça veut dire donc toutes les actions qui nécessitent une surveillance, des mesures, donc notamment l'utilisation, par exemple le bruit, le niveau de bruit. Vous avez, c'est une mesure quoi. Donc il faut faire des mesures, il faut faire des enregistrements de bruit à travers des équipements enregistreurs de bruit. Donc ça veut dire on doit définir un plan de surveillance et de mesurage et d'évaluation de tout ce que nous pouvons suivre ou bien nous devons suivre. Le niveau de bruit dans l'entreprise, le niveau de ou bien le taux par exemple de port des EPI, l'utilisation ou bien la teneur d'une matière chimique dans une substance qu'on utilise ou bien en contact avec le corps humain. Donc, toutes les choses que nous devons surveiller et suivre et mesurer, il vous faut un plan, comme pour le plan d'échantillonnage dans la qualité, comme pour le plan de surveillance dans l'environnement, quand on va surveiller la teneur de la matière toxique, par exemple, dans les rejets, pour que nous soyons conformes à la réglementation. La même chose pour la santé et la sécurité. Et il vous faut bien sûr un programme d'audit. Donc ça, c'est la surveillance. Assurer l'amélioration continue. Et là, vous avez la phase d'identification des dangers et l'évaluation des risques à travers donc la procédure qu'on a vue, donc la procédure dans l'autre vidéo, pour identifier, évaluer et analyser les risques, donner donc un niveau de risque, quantifier donc les risques. Et bien sûr, quantifier les risques pour savoir les risques majeurs et puis donc déterminer les actions pour éliminer ces risques, éliminer les dangers et réduire les risques SST. Les compétences, donc il faut développer les compétences, il faut voir les besoins en formation, il
formation premier secours, formation évacuation, formation incendie, contre incendie, etc. Formation utilisation de produits chimiques, formation habilitation électrique, etc. Communiquer, donc, ou bien définir les informations que nous devons communiquer. Donc, on a déjà vu un exemple de plan de communication dans le cadre de la qualité et dans le cadre de l'environnement. Il suffit d'intégrer le côté SST. Qu'est-ce que nous devons donc communiquer au sein de l'organisme pour les travailleurs? On rajoute donc les informations nécessaires de communiquer avec donc, les travailleurs. Par exemple, l'exemple qu'on a déjà vu, les fiches de poste sécurité. C'est une sorte de communication. Dans votre plan de communication, vous avez déjà défini ce moyen. On décide comme étant une action pour communiquer, pour assurer le côté communication, d'établir des fiches de poste sécurité pour les différents postes de l'entreprise. Les mesures de prévention aussi, on peut les intégrer dans les fiches de poste sécurité pour qu'elles soient donc communiquées avec le personnel. Et on va faire des enquêtes sur les incidents. Si on a un incident ou accident ou bien une non-conformité, il faut faire donc des enquêtes et il faut déterminer des actions.